Bonjour les Zémouriennes et les Zémouriens. Une petite vidéo pour essayer d'expliquer pourquoi Éric Zemmour est tellement détesté par notre classe politique, médiatique et intellectuelle. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez dans une bibliothèque, vous allez trouver un certain nombre d'ouvrages d'éthique, de morale, de psychologie, de sociologie, qui vont vous expliquer ce qu'est le mal, mais ils ne vont pas vous expliquer ces ouvrages d'où provient le mal, quelle est la cause du mal. Bien sûr, il y a Hannah Arendt, il y a quelques ouvrages qui quand même font référence, mais vraiment, c'est quoi exactement le mal? Et ben voilà, c'est un peu ce que je vais essayer d'expliquer dans une société qui est dirigée par des gens qui sont hédonistes, c'est-à-dire qui ne pensent qu'à la jouissance. On est dans ce type de société depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Euh, les années 50, ça a commencé, les années 60, 70, les 30 glorieuses, ce sont des sociétés, entre guillemets, matériellement heureuses. Lorsque vous entrez dans des sociétés matériellement heureuses, les gens quittent la vie spirituelle, euh, la jettent dans un lieu de dressing et vont mettre des habits de fête. Ça va être les années folles. Donc, c'est ce quoi on a assisté, années de consommation, où tout le bonheur consiste évidemment à acheter un frigo. Il y a un tas de romans qui, comment est-ce qu'il s'appelait il me semble que c'était Claire Etcherelli qui avait écrit des romans où tout le bonheur, même les choses de Pérec, etc., montrent que cette société qui est vide, où tout le Saint-Exupéry l'avait déjà dénoncé, hein, où tout le bonheur de l'homme consiste à acheter un meilleur frigo, un meilleur ordinateur, etc. Donc on profite. Lorsque les sociétés hédonistes commencent à bien fonctionner, il y a des caractéristiques qui font que il ne faut absolument pas ramener sur la table un sujet qui fâche. La société hédoniste, pardon, égoïste aussi, c'est une société qui a une certaine absence de conflit. Il ne faut pas trop qu'il y ait de conflit. Les seuls conflits qui ont lieu, c'est parce qu'on n'est pas assez servi en jouissance. Pire la pire des choses qui puissent arriver, c'est la frustration dans ce type de société. Donc, société du vide spirituel, du vide de la pensée et du vide intérieur. Maintenant, quand tout le monde jouit, etc., les églises se vident. Ça a été le cas à partir des années 1980, même s'il y avait la crise, ben les gens ont continué les salaires ont continué à augmenter, les gens pouvaient aller en vacances. L'invention de la pilule a été une jouissance sexuelle comme on n'en a jamais connu de l'histoire connue. Avant, ben, il fallait faire attention. Bon, on avait des esclaves aussi pour faire ça, mais je parle des sociétés occidentales post-romaines. Fallait faire attention parce que ben, le fait d'accoucher, tout ça, c'était dangereux pour la femme pouvait mourir. Et donc, et ça a donné lieu à beaucoup de tragédies, croyez-moi, hein. J'ai un ami qui m'a raconté que son père était orphelin après la Deuxième Guerre mondiale parce que ben, son père et sa mère étaient très amoureux et puis ils faisaient beaucoup l'amour, il n'y avait pas de pilule. Et au sixième enfant,
la mère est morte pendant l'accouchement, au 6e ou 7e, et donc elle a laissé toute une flopée d'enfants derrière elle. Et quand le mari a su que sa femme était morte, il est allé dans la forêt et s'est pendu. Donc on avait ce type de tragédie autrefois, ça arrivait beaucoup que les femmes meurent en couche. Tout ça, après 68, etc., avec les progrès de la médecine, euh, font qu'on souffre moins, la vie est meilleure, et ainsi de suite. Société, je le rappelle, hédoniste. Qu'est-ce qui se met peu à peu en place? Une société du déni et du mensonge, et ne viens pas avec ton négatif. You, je suis positif, moi, je suis super positif, et je fais du yoga quand ça va pas, je prends même des tranquillisants quand ça va pas, super. Il faut que ça aille bien, il faut montrer un sourire jusque-là. Crise de 73, de 79, de 87, je crois qu'il y avait une grosse crise aussi, et peu à peu, une partie de la société s'appauvrit. Mais vous avez une minorité de gens, dont beaucoup vivent à Paris, qui en France est le centre névralgique du pouvoir médiatique, politique, culturel et tout ce que vous voulez, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, par exemple, où dans chaque ville a son Saint-Germain-des-Prés, etc. Donc, bon, il y a Berlin, bien sûr, c'est un peu à la mode. Alors, on en arrive à une société où de plus en plus de gens sont pauvres, et la pauvreté, ce qui se passe, c'est que vous êtes obligé de réfléchir sur vous-même. Donc, vous ne pouvez plus être dans le déni, vous êtes habitué à être agressé par le regard verbalement, et par toutes sortes de moyens, à cause de votre pauvreté. Vous perdez votre dignité. Socialement, vous vous effondrez. Ça, c'est une mort sociale qui peut aboutir aussi à une mort physique et une mort psychologique. Donc quand vous arrivez dans une espèce d'agonie psychologique et une agonie sociale, vous allez miser sur les valeurs. Les autres vont être perçus comme des menteurs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les politiciens hédonistes, etc., qui vivent dans le déni, ne vont absolument pas se rendre compte que les gens qui sont en dessous, eh bien, eux recherchent le vrai, la vérité, la sincérité. D'où une admiration pour l'armée, parce que c'est la droiture, c'est l'autorité, c'est l'ordre. Et les autres sont perçus comme facteurs de désordre, facteurs d'égoïsme, etc. Plus vous vous appauvrissez, plus vous êtes obligé d'être solidaire, de demander votre aide à d'autres personnes. Et donc, eh bien, vous allez percevoir les autres comme vos ennemis, puisque les autres sont des gens qui ne vivent que pour l'intérêt. Il y a des renvois d'ascenseur et des choses comme ça, mais c'est en laissant les autres sur le trottoir, en me laissant moi sur le trottoir. Alors imaginez-vous quelqu'un qui arrive comme Éric Zemmour, qui commence à leur dire, voilà, vous êtes des profiteurs, vous truquez les élections, vous vivez dans un milieu où vous méprisez les autres parce que vous êtes dans le déni de ce qui se passe dans le pays, et les autres aussi sont perçus comme des arriérés intellectuels, alors que tout démontre que les sociétés égoïstes et hédonistes et jouissives produisent quelque chose de non créatif. La créativité chez l'homme, c'est comme ça, naît souvent de la souffrance. Mozart, et de la spiritualité aussi, hein, pardon. Mozart en est l'exemple le plus classique, à force de voyager sur toutes les routes, il faisait 1,50 m, il était tout maigrichon, toute sa jeunesse, il n'a presque pas pu dormir, les voyages étaient longs,
et il a souffert de sa petite taille, d'être pauvre, d'être exploité, etc. Et quand on demandait à Mozart quelle est la pièce de musique que vous avez préféré jouer ou préféré composer, votre pièce préférée, eh ben, c'était une messe. Alors il me semble qu'elle était en la mineur, mais je ne suis pas sûr, ou la septième. Euh, et c'était, comment dire, il y avait cette messe-là, il a composé, dit-il, hein, en pensant fortement à la Vierge Marie, et c'était un homme qui était très spirituel. Alors on en a fait un film avec un gamin arriéré, ce qu'il était par certains côtés, mais à aucun moment vous ne voyez un Mozart qui va à l'église, alors que sa femme racontait que tous les matins, il aimait faire une promenade et s'arrêter à l'église et il priait pendant 5 minutes des Je vous salue Marie devant une statue de la Sainte Vierge. Ça, c'est le vrai Mozart. Donc un être social à la fois, et un être sociable d'ailleurs aussi, et un être profondément spirituel. Sinon, il n'aurait pas pu faire tout ça. Et bien ça, dans les sociétés hédonistes, ben, ça ne fonctionne pas. Parce que ben, quelqu'un qui est spirituel et tout, c'est quelqu'un qui est profond. La profondeur fait que ben, il faut s'interroger sur soi-même, se remettre en question. La société hédoniste ne remet pas en question. Alors, l'hédoniste, il est obligé de se faire mousser. Comment se fait-il mousser? C'est en se faisant passer, parce que c'est un imposteur, pour le sauveur, l'avocat, le porte-parole de la classe populaire. Et pour ça, ben, il est capable de se vendre et de vendre tout un pays, juste pour se faire mousser, pour qu'il soit en permanence assis devant la caméra. Et il faut qu'il défende le pauvre et l'orphelin. Alors, le pauvre et l'orphelin, ben, ça peut être le pauvre et l'orphelin européen, mais c'est quand même mieux si on importe un pauvre et un orphelin d'ailleurs. C'est un peu plus exotique pour le truc. Et donc, il joue tout le temps à Zorro, mais c'est un faux Zorro, hein, parce que ben, il va être indigné par l'esclavage sexuel, mais lui-même va fréquenter les prostituées parce que voilà, c'est un jouisseur. On retrouve ce fonctionnement de pensée depuis les Lumières dans toute l'Europe. Regardez Voltaire, Diderot, etc. Tous les philosophes des Lumières avaient basé leur pensée sur la jouissance sans frein. Et qu'est-ce qui posait problème par rapport à la jouissance? C'était l'Église catholique. Parce qu'il faut renoncer à soi-même, il faut jeûner, il faut, comment dire, rentrer le ventre pour laisser la place aux autres. On est au service de quelqu'un dans l'Église catholique. On va servir la communauté et on va renoncer au maximum à ses propres intérêts. C'est le fonctionnement même de Gaulle, qui est un homme d'une société qui est anti-hédoniste. Et après De Gaulle, ben, on a eu Pompidou, Mitterrand, etc., qui étaient des jouisseurs de premier ordre. Alors les gens qui jouissent comme ça, ils ne jouissent pas seulement évidemment sexuellement, mais ils jouissent de prix, de distinction, ils veulent jouir de la faveur du peuple. Donc ils vont dilapider l'argent du peuple dans le pain et les jeux, et on va donner de l'argent à la mère de famille qui élève ses enfants, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, je ne dis pas l'inverse, mais les 30 glorieux, c'est exactement ça. Hein, on va payer des vacances, c'est très bien, je ne dis pas l'inverse, mais j'essaie juste de comprendre. Et donc, quand les gens
qui ont été habitués pendant plusieurs générations à ça, ben, n'y arrivent plus, on arrive à l'explosion sociale. On veut dégager les gens qui sont à la tête du pays parce qu'on va dire, ben, vous jouissez, mais nous, on ne peut pas. Parce que financièrement, on n'y arrive plus. D'où aussi la naissance de l'envie. Shakespeare a dit, enfin, pas Shakespeare, pardon, oui, il a dit aussi, mais René Girard avait remarqué, je trouve que c'est très pertinent, que dans l'œuvre de Shakespeare, tout le moteur de l'action est basé sur l'envie. Donc, l'envie, eh bien, c'est ce qui mène les sociétés humaines. C'est un moteur de violence, mais c'est aussi un moteur pour soi personnellement, dans le sens où on veut absolument monter plus haut dans l'échelon social parce que, ben, quelque part, il y a une lutte avec les autres dans l'envie. C'est un concurrent, l'envie. Bon, c'est pas négatif, mais quand ça devient pathologique. Alors, les sociétés hédonistes finissent par provoquer aussi une fixation par rapport à leurs adversaires et les gens qui sont au pouvoir n'arrivent pas à comprendre que les autres qui sont en dessous soient aussi agressifs. Ben, ils sont agressifs parce qu'ils se rendent compte du fait qu'ils sont confrontés à de gros problèmes quotidiennement, de violence, d'agressivité de toutes sortes, etc., de problèmes de toutes sortes. Ils se rendent compte que ceux qui sont au-dessus nient le problème et en plus de ça, les accusent de provoquer ces problèmes, ceux qui sont à leurs pieds en quelque sorte. Les classes inférieures, les classes ouvrières, les classes populaires, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que la révolte finit par gronder et on finit par accuser les classes dirigeantes d'insensibilité, ce qui est vrai parce que tout ça, ça finit par fabriquer de la psychopathie. Au bout de 3 générations, on aboutit à des générations de psychopathes qui vivent dans le 16e et le 14e arrondissement, quoi, ou le 6e. Sur le plan culturel ou dans le premier arrondissement aussi. Ils vivent sur le plan culturel comme des psychopathes. Parce que l'hédoniste qui jouit, il va faire un gosse et puis il va divorcer, il va faire un deuxième gosse, il va divorcer, ça va faire des conflits. Les gamins vont reproduire ce type de conflit et de, comment dire, d'instabilité affective et ainsi de suite. Et à la fin, ben, ça aboutit à de la psychopathie. Ou alors ça aboutit à des gens qui finissent par rejeter complètement le système, même donc des classes dites supérieures, des classes dirigeantes, et les gens finissent par essayer de rechercher des valeurs chez les gens de la classe inférieure. On va assister à des conversions religieuses. Les gens très riches vont aller dans les monastères. On m'a dit que, bah on m'a pas dit, je le sais, c'est sûr et certain, que un fils des graines Villemorin, c'est un grand grainetier français, multimillionnaire, eh bien, il est moine à la Trappe. La Trappe, c'est un des plus durs ordres monastiques. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous passez votre vie dans une cellule à prier et à méditer et très peu de contact avec les autres. C'est très dur. C'est la recherche du silence et du calme intérieur, etc. C'est des très fortes valeurs. Près de chez moi, il y a toujours un couvent de franciscains où un des frères, ou un des pères plutôt, c'était un prêtre, c'était un frère Leclerc, supermarché Leclerc.
Et d'ailleurs, il y avait toutes les filles, je crois, là, sont devenues religieuses. Il y avait plusieurs religieux et religieuses parmi les frères et sœurs et oncles et tantes du fondateur des supermarchés Leclerc. Ce que je veux dire par là, c'est que les classes dirigeantes ne sont pas forcément toutes hédonistes et népotistes. Ce serait, je parle en général, hein, le fonctionnement psychologique en général. Et donc, voilà, on aboutit à ça. Et je vais terminer là-dessus parce que, eh ben, forcément, à un moment ou à un autre, quelqu'un, justement, des classes dirigeantes, finit par adopter une attitude de classe populaire. Alors, on le traite de populiste, on le traite d'extrême droite, on le traite de Hitler. Hitler est un manipulateur qui s'est servi de l'émotionnel pour rester au pouvoir, pour arriver au pouvoir, pour rester au pouvoir, et c'était un pseudo-intellectuel. Monsieur Zemmour ne se sert pas de l'émotionnel ou assez peu, il se sert plutôt de la réflexion, vu la qualité de sa culture historique et littéraire, etc. Ce qui lui manque peut-être un peu, c'est comment dire ça, la fréquentation du bon sens du peuple. Mais je crois qu'il sait s'entourer de gens comme ça aussi. L'ouvrier sait comment démonter une serrure. Le patron, il sait pourquoi la serrure, elle est là. Ou le client qui l'achète une fortune. C'est une serrure sécurisée. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais si le patron, comment dire, je dirais plutôt le client aisé, demande au serrurier comment ça fonctionne, et ben chacun aura appris quelque chose parce que le client va dire pourquoi il a acheté la serrure. Et, et à ce moment-là, ben, on peut construire quelque chose. Alors, la pauvreté, elle est extrêmement créative. Beaucoup d'artistes ont été très pauvres parce que ben, vous êtes obligé d'être en sincérité avec vous-même pour créer. Et Einstein a dit que la plus grande des intelligences, évidemment, c'était l'imagination. Les riches n'ont pas d'imagination, c'est ça leur problème. Voilà, on va arrêter là parce que ça va être trop long, mais c'est pour essayer de vous expliquer. Attendez, je lis. Voilà, juste une dernière chose, j'ai plutôt écrit, là, je vais lire 2 minutes. Euh, les personnes hédonistes qui commencent à réfléchir un tout petit peu se sentent très tôt forcées par une cause interne de faire un choix entre deux possibilités. Soit de se sentir obligés de forcer les proches à penser comme eux, c'est ce que font les médias tout le temps. Il faut absolument penser comme nous. On est là pour votre bien et pour vous aider. Ou soit d'être solitaire pardon, et différente, inadaptée à la vie sociale. Euh, si vous faites un choix pardon, de dénoncer, si vous êtes par exemple dans les médias, c'est exactement ce qui arrive à Zemmour, c'est que vous êtes rejeté par le système, vous le mettez en danger. Ils ont joui et profité de tous les côtés, tout en racontant qu'ils étaient démocrates et pour le peuple, alors qu'ils ne savent absolument pas ce que c'est le peuple. Et ils n'ont jamais vécu ailleurs que dans leurs bons appartements du 16e qui valent des millions. Et voler en première classe en affaires et ainsi de suite. Et donc, si vous commencez à, comment dire, à être comme un chien dans un jeu de quilles, forcément, la violence va être... Parce que ces gens-là, ils ont quand même conscience qu'ils ont vécu en imposteurs et en menteurs pendant des décennies, et puis en valets aussi, valets de grands groupes de presse. On leur dit, il faut dire ci, il faut dire ça, ou alors valets à la solde de l'État, puisqu'il y a des chaînes publiques, entre guillemets. Et donc, on a peur de perdre tout ça.
d'où une violence terrible. Alors, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, ils vont chercher à manipuler via des faux sondages trafiqués. Ils vont chercher aussi à manipuler en montrant que l'adversaire est moralement complètement corrompu, puisque la population demande, euh, grâce à un retour des valeurs, à ce que les hommes politiques soient honnêtes. Eh bien, montrer un homme politique son côté malhonnête, eh bien, c'est le faire perdre. Et alors, on va monter évidemment des histoires pour faire chuter cette personne et la dynamite, le TNT qui va servir à la faire chuter, ça va être évidemment un scandale sexuel, un scandale financier, un détournement de fonds, des escroqueries diverses et variées. Et comme on a une justice qui, à mon avis, volontairement fait partie du tiers-monde, pratiquement, une justice de tiers-monde, où les juges n'ont plus aucun moyen, le temps que cette affaire soit réglée et que la personne soit innocentée, il y aura 2 mandats présidentiels qui vont passer. Et eux, ils fonctionnent comme ça. Le dysfonctionnement de la justice est pour eux un fonctionnement de l'injustice. Et ça marche. Voilà. Écoutez les Émouriens, donc peut-être à demain, si tout va bien. Je suis en train de faire de la taille de pierre, de la sculpture, et parce qu'ils annoncent dans l'Est de la France très froid et de la neige, ça ne me dérange pas de travailler dehors, mais il vaut mieux avoir quand même fini et travaillé dans un petit atelier fermé, ce qui n'est pas très bon pour la poussière de pierre, hein, vous l'avalez. Et voilà pourquoi je veux faire dehors quand j'ai des trucs à dégrossir, à scier. Bon, là, j'ai fait de la sculpture aujourd'hui, mais voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. À la prochaine et à la suite des aventures de Zemmour, comprendre comment il fonctionne, comment ça fonctionne, pour ne plus vous laisser avoir. Peut-être la prochaine vidéo, je vais la faire sur un peu sur l'histoire de l'islam. Pour essayer, ça fait beaucoup de temps que j'ai travaillé là-dessus, comment ça fonctionne et comment l'islam est arrivé à être l'islam. Bon, c'est un peu prétentieux de présenter ça en 30 minutes, mais c'est une synthèse de différents livres et vidéos que j'ai vus. Donc vous retrouverez peut-être des choses et vous découvrirez d'autres choses, notamment la relation entre le Midrash et le Talmud et le Coran. Il y a une relation qui est incroyable, parce que le Coran, en fait, il est inspiré beaucoup du Talmud. Merci beaucoup.